j'appelle maintenant M. Christian Piton qui va nous parler du repas fatidique de Langson. Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, je vais continuer à vous parler cette fois d'un couple. Donc, on a parlé d'un soldat, maintenant on va parler d'un couple. Et au départ, ce devait être un Suisse qui est mort à Langson. Et puis, c'est ce qui intéressait Thierry Blattmann, une fois de parler d'un Suisse, puisqu'il y en a de nombreux qui sont engagés à la Légion et de nombreux qui sont donc décédés en Indochine. Et en fait, en creusant, eh bien, je me suis rendu compte qu'il est bien né à Genève, mais en fait, il est au Savoyard. Donc, on a décidé, malgré tout, d'en parler. Et puis, vous allez voir, c'est une histoire très intéressante. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une conférence d'historien, c'est un exposé, ni un exposé académique, c'est un récit. Celui d'un homme, d'une femme et d'un dernier dîner à Langson, au Tonkin. En aparté, j'aimerais juste demander aux puristes de l'histoire et de l'Indochine de me pardonner, parce que comme disait Arletty, qu'il y ait de l'atmosphère, je voulais imager ce récit. Donc j'ai fait un peu appel à l'intelligence artificielle, et je pense que vous savez que c'est très difficile de pouvoir avoir les bons uniformes, les bons grades, les bonnes médailles. Donc vous me pardonnerez, mais c'est surtout pour créer une atmosphère. Voilà, c'est un récit que l'histoire avec un grand H a trop peu raconté, vous l'avez déjà entendu, mais j'aime redonner voix à des destins, des hommes, des femmes hors du commun, qui ont fait leur devoir, souvent dans l'ombre, et dont la trace et le chemin méritent d'être ravivés. Ce jour, je vous propose de les écouter, de les suivre et certainement de les comprendre. Il mourra à Langson dans les premières heures des grands effondrements coloniaux, et ce récit est le sien. Février 1947, à Candé, en Maine-et-Loire, Henriette est seule dans sa chambre. Elle soupire. Elle ouvre un album de photos. Son regard s'arrête sur l'homme qu'elle a aimé, un officier qu'elle a suivi jusqu'en Indochine. Les images défilent, un uniforme clair, un berceau, un sourire, quelques coupures de presse glissent de l'album, elle les ramasse, les relit et décide d'écrire. Malgré la douleur, elle veut rendre hommage à celui qu'elle a tant aimé, Philippe. Ce sera le récit d'un drame longtemps ignoré et d'une injustice pour lui, pour ses amis, pour leur famille. Oui, l'époque était particulièrement difficile entre le régime de Vichy, la guerre, l'occupation, la libération et l'épuration. Henriette écrit « Le 8 mars, jour où commence cette histoire, la situation était un peu tendue. Les Japs, qui occupaient l'Indochine depuis 4 ans, très pacifiquement, reconnaissons-le, selon elle, et sans causer trop d'ennuis, deviennent très exigeants. Et Henriette était là. Elle a vu, tout senti, tout retenu. Elle a joué dans l'ombre un rôle essentiel avec son amie Simone, l'épouse du capitaine Boisset. Champs-sur-Léman, Haute-Savoie, au bord du lac, frontière suisse. Joachim habite à Champs. Son instituteur lui a demandé un travail sur la mémoire. Depuis qu'il est petit, son grand-père Christian l'emmène aux cérémonies du 9 novembre et du 8 mai. Le lendemain, suite à la demande de son instituteur, il est devant le monument aux morts de Champs.
Il lit les noms gravés et il s'arrête sur le dernier, Philippe Amiguet, mort en 1945. Il décide, ce sera lui. Ce nom-là, il veut le comprendre. Notre jeune détective commence son enquête. À la mairie, M. Tronchon lui donne une piste. Né à Genève le 25 août 1897. J'ai pas fourché, j'ai pas dit 97. La secrétaire lui donne les adresses des propriétaires actuels, des descendants de la famille Amiguet. 15 jours plus tard, Joachim est accueilli à la Vague, la propriété ayant appartenu à la famille Amiguet. Jacques Delorme, arrière-petit-neveu collatéral, l'invite à entrer. La maison semble hors du temps, suspendue, comme si Philippe était présent. Tableaux, meubles, photos, chambre à coucher. Même la petite maison où logeait le chauffeur de l'officier lors de visites est toujours là. Dans un porte-document tendu par Jacques Delorme, Joachim découvre des photos et un récit déchirant, celui d'Henriette, la veuve de Philippe. Le cousin de Jacques Delorme, Olivier Flamand, lui envoie également de nombreux documents. Notre Nestor Burma, en culotte courte, est aux anges. Joachim découvre un homme à la carrière militaire exceptionnelle, qui tôt voulait s'engager à 17 ans pendant la Première Guerre mondiale pour venger la mort de son père, le capitaine d'infanterie François-Émile Benjamin Amiguet, mort pour la France le vendredi 28 août 1914 à Gerbet-Villers, en Meurthe-et-Moselle. Il devra attendre. Sa mère, Marie-Françoise Némillon, s'y opposa fermement jusqu'à l'enfermer dans sa chambre, selon les témoignages. Le 7 janvier 1916, il signe un engagement dans l'artillerie lourde comme deuxième canonnier. Il y fera toute sa carrière car il est militaire dans l'âme. Il gravira les échelons et grade un à un. Joachim rentre heureux et s'en va trouver son grand-père pour tout lui raconter. Joachim découvre parmi les documents de la famille un dossier qui récapitule sa carrière et ses citations. D'ailleurs, ces citations en disent long sur l'officier, ajoute Christian, son grand-père. Maroc, jeune officier plein de bravoure et d'allant, sang-froid parfait sous un feu violent de l'ennemi. Liban, Syrie, volontaire, homme d'une volonté sans égale et d'une habileté manœuvrière, lui ayant permis d'obtenir de sa section le rendement maximum. Quand il rentre du Maroc, il n'est certainement plus du tout le même, explique Christian à son petit-fils. Officier de la Légion d'honneur en décembre 1942, respect des hommes, école du désert. Puis Joachim referme la chemise des documents. Changement de décor, septembre 1935, le Polygène, Henriette écrit. Nous nous sommes mariés le 28 septembre. J'avais 21 ans, Philippe 38. Lui vient d'être nommé chef d'escadron. Quelques mois plus tard, un ordre, affectation pour l'Indochine. Certainement Philippe s'est porté volontaire. Henriette accepte. Sans une plainte, elle suit l'homme qu'elle aime. Quai de la Joliette, 9 décembre 1937. L'aube est froide. Le paquebot Athos II s'apprête à quitter le port de Marseille. Parmi les passagers, un officier de la coloniale, un artilleur, sa jeune épouse et un bébé, quelques semaines, Marie-Josée. Port Saïd, Djibouti, Colombo, des escales, des rencontres. Début janvier 1938, Cap Saint-Jacques. C'est la première chose que découvrent les voyageurs en arrivant en Indochine, après 4 semaines de navigation.
Les premiers mois sont heureux, vent du large, rire d'enfants, jeune famille apaisée. Mais en décembre 1939, le drame. La fièvre jaune emporte la petite Marie-Josée. Philippe commande la 3e batterie du 5e RAC à Cap-Saint-Jacques, puis la direction d'artillerie à Tourane, puis celle d'Haiphong, grand port du Tonkin. On le dit calme, précis, juste. Le 25 mars 1944, il est promu lieutenant-colonel. Quelques mois plus tard, on lui confie l'artillerie du secteur de Lanxon au Tonkin. L'homme a 47 ans. Son visage est marqué, son regard ferme. À Lanxon, il découvrira son dernier poste et son destin. Il sera aimé par tous, même si au début, certains le trouvaient bourru, voire tranchant. Calvitie précoce, multiples médailles, il sera pour certains plus qu'un chef, un ami, un confident. Joachim dit à son grand-père, « Si j'ai bien compris, il lui reste 8 mois à vivre. » Dans la garnison, la camaraderie est solide. Et parmi les artilleurs, encore plus, une famille, écrit Henriette. Mais le 8 mars, le vent tourne. Les Japonais deviennent nerveux, exigeants. L'ordre d'alerte tombe, écrit Henriette. Dans la journée du 9 mars, une invitation à dîner arrive, transmise par le colonel Robert. Elle émane du colonel japonais Tsutsune. Philippe s'en étonne. Est-ce bien prudent? Il s'en va consulter son supérieur, le colonel Robert, et lui-même, excusez-moi du terme, tranche. Mieux vaut ne pas les contrarier, nous irons ensemble. Un autre protagoniste lâchera cette phrase lourde de sens. En effet, quelques heures plus tôt, le résident Ophel, dans son bureau, en compagnie du colonel Robert, et l'adjoint de ce dernier, le chef de bataillon Leroy, déclarait « Nous serions vraiment impardonnables de nous laisser surprendre. C'est tout de même bizarre. Cela fait la 3e fois que ces messieurs nous invitent à dîner en une semaine. Ces gens-là passent quand même pas leur temps en gueuleton. » Joachim demande à son grand-père, mais ce repas, ce 3e repas de la semaine, c'est quoi le prétexte? Une fête, montée par les Japonais en l'honneur d'une grande manœuvre de leurs troupes. Ce qui n'est pas faux dans les fêtes, puisqu'au lieu de parade ou de manœuvre, eh bien, ils se préparaient à attaquer. Et les préparatifs allaient bon train. Philippe rentre chez lui anxieux, mais souriant. Il ne veut pas inquiéter Henriette. En passant dans le jardin, il cueille une fraise. Il la mangera en m'attendant. Tu la mangeras en m'attendant. Elle rit. Non, non. Demain, elle sera plus mûre. Nous la partagerons. Elle la pose sur la cheminée. Ce sera leur dernier échange. Oui, très bien. 18h, Philippe part en tenue de ville. Simone Boisset passe voir Henriette. Elle parle, elle met des tomates en confiture. Ces 2 femmes, 2 épouses, 2 sœurs d'armes. À 19h, Henriette rentre. Le cuisinier est nerveux. Elle prépare une valise. Recommandation de Philippe. Mouchoir, veste, sac à main, le revolver de son mari. Puis elle attend. Un cri dans la cour. « Madame Amiguet, vite à la citadelle !» C'est le lieutenant Van Orenberg. « Mon mari, on ne sait rien, mais les Japonais sont en armes. » Entre-temps, en quittant son domicile, le lieutenant-colonel Amiguet, le colonel Robert, le chef de bataillon Leroy, le commandant Lucas et le capitaine Hassan vont inspecter la position du Namon ou Namund tenue par le sous-lieutenant Coventry. L'ambiance est tendue. Les Japonais multiplient les mouvements de troupes, mais rien n'annonce encore l'attaque. Plus tard dans la soirée, Amiguet retrouve le colonel Robert, le chef de bataillon Leroy, le résident Ophel et Bousquet pour le fatidique dîner à l'hôtel Taïwa,
situé en face de la prison civile au boulevard Gallieni. Le général Émile Lemonnier, commandant de la 2e division du Tonkin, n'est pas présent à la réception. Selon Georges Fleury, les Japonais ignoraient sa présence à Lanxon. D'autres sources affirment qu'il aurait décliné l'invitation. Le médecin commandant, lui aussi invité, Georges Clerc, quant à lui, est retenu pour une urgence médicale. Contretemps providentiel, car plus tard, il jouera un rôle essentiel. À l'hôtel Taïwa, le dîner est avancé d'1 heure. Selon les témoignages du docteur Bérény, qui est le rescapé de la citadelle et ancien prisonnier de la grotte de Kilua, tout s'est très bien passé au début. Mais vers 20 heures, le commissaire Paccard fait parvenir un mot au résident Hoffel. Les Japonais viennent de s'emparer du magasin d'armes de la garde indo-chinoise. Hoffel se lève aussitôt. D'un ton ferme, il exige des explications du colonel Tsutsumé. Le colonel japonais ne laisse même pas le temps à son interprète de traduire. Il fait simplement un signe de la main. Alors tout bascule. Les officiers japonais se lèvent, sortent leurs armes, se jettent sur les Français. En quelques secondes, les convives sont désarmés, ligotés, neutralisés. 1 heure plus tard, à 21 heures, les premières explosions retentissent dans la ville. Le coup de force japonais est lancé. Le dîner de Lanxon venait de s'achever. Dehors, les rafales éclatent. À la citadelle, le capitaine Profit alerte le général Lemonnier, bien sûr, absent au repas. L'hôtel Taïwa est tombé. Les chefs ont été arrêtés, selon le témoignage du lieutenant Michaud, informé par un boy de l'hôtel. À 21 heures, l'attaque se déclenche sur tous les points de la ville. Henriette et Simone, ensemble, elles organisent les abris, rassemblent les femmes, les enfants, soignent les blessés. Pendant des jours, elles improvisent nourriture, médicaments, prières. Sœur Marie, Sainte Jeanne d'Arc écrira « Madame Amiguet fut l'âme du camp. Pendant de longs mois, elle a gravi le calvaire de l'attente. » Madame Boisset, également qui a assisté le médecin en chef, claire de manière exemplaire. Cette dernière sera violée par un soldat japonais et son mari sera amputé d'une jambe pendant qu'elle attendait dans la pièce d'à côté. Le 12 mars 1945, près des grottes de Kilua, une fosse est creusée. Le général Lemonnier, le résident Hoffel, refusent de signer l'ordre de reddition. Ils sont décapités. Le 13 mars, c'est au tour du lieutenant-colonel Philippe Amiguet et du chef de bataillon Leroy. Tout était réglé d'avance, racontera le docteur Bérény. Philippe a tenu son rang jusqu'au bout. Rapatriés de Singapour, les officiers bourreaux de Lanxon ont expliqué avec respect et admiration le comportement du colonel Robert, exécuté au sabre, lui aussi le 13 mars, vers 16 heures. Selon les références de l'ouvrage de Georges Fleury, Mourir à Lanxon et la liste fournie en septembre 1945, suite à une enquête et des rescapés, c'est 1125 personnes, 69 officiers, 178 sous-officiers, 271 hommes de troupes, 600 soldats indochinois et 7 civils. Pour le lieutenant-colonel Amiguet, le 15 novembre 1945, un acte de disparition est rédigé à Hanoï. Porté disparu à Lanxon le 12 mars. Henriette refuse cette simple ligne. En 1946, elle écrit, elle interroge, elle recoupe. Le capitaine Boisset, le lieutenant Vitré, le maréchal des logis Ramos confirment Philippe a été exécuté le 13 mars. Un témoin a vu son cadavre dans une brouette et la tête se tenait qu'à quelques lambeaux de peau. Le 30 juin 1947, elle adresse un courrier avec les noms des témoins, le détail, les témoignages, ainsi que divers documents, acte de naissance pour demander un acte de décès qui mentionne sa mort le 13 mars. Tué, exécuté par les Japonais. En fait, il n'a pas disparu. Elle adresse un dossier au ministère des Anciens Combattants le 19 novembre 1947. Elle demande que soit inscrit « Mort pour la France », exécuté par les Japonais à Lanxon le 13 mars 1945. Et la décision ministérielle va tomber.
On réintègre Philippe Amiguet au grade de lieutenant-colonel le 25 mars 1944 en indiquant n'ayant jamais manqué à l'honneur militaire. Pour ces temps troubles de l'après-guerre, cela a toute son importance. Pour Henriette, ce n'est pas un triomphe, c'est une reconnaissance, celle d'un homme fidèle à son serment, tombé sans renier, ni sa foi, ni son devoir. Henriette, j'ai terminé. Henriette se remarie à Saigon en 1949. Elle s'éteint à Nantes le 1er mai 1973, là j'ai fourché, pardon. Son premier amour, celui de Polygène et de Lanxon, reste intact. Le nom de Philippe est inscrit à Champs-sur-Léman, au mémorial des guerres d'Indochine à Fréjus, et sur le caveau familial d'Annecy, là où il avait signé son premier engagement. J'aimerais remercier M. Jacques Delorme, Olivier Flamand, pour la confiance et les documents qui sont parmi nous aujourd'hui avec les enfants. Georges Fleury pour son ouvrage, la mairie de Champs-sur-Léman, les archives militaires à Caen, Thierry Blattmann qui m'a donné l'occasion de m'exprimer devant vous ce jour, et certainement, vous l'aurez compris, Philippe et Henriette, avec qui j'ai passé de longs moments. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en tenir au temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et que j'ai l'honneur, en quelque sorte, de leur donner une seconde vie. Merci.